Donald Trump est parti pour la Chine. Il y sera mercredi, donc demain. Il va rencontrer Xi Jinping, puis il quittera la Chine vendredi. Mais avant d'en arriver à cette rencontre avec Xi Jinping, il attendait la réponse de l'Iran à la proposition américaine depuis 4 jours. Et cette réponse a été plutôt négative. Ce n'était pas vraiment ce qu'on attendait. Je ne sais pas ce qu'il espérait du côté iranien, mais il a été déçu par leur réaction. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette réponse? En gros, d'après ce qu'on a appris via Fars News, une agence de presse officielle en Iran liée aux gardiens de la Révolution, ils disent que les 5 points sont des conditions préalables pour entamer des négociations avec les États-Unis. En fait, les États-Unis parlent du programme nucléaire. Donald Trump parle du programme nucléaire. Avant de quitter les États-Unis, il a dit que tout tournait autour du fait qu'il ne fallait pas que l'Iran obtienne l'arme nucléaire. Voici donc les conditions préalables. 5 points. Mettre fin à la guerre sur tous les fronts. Compenser les dommages de guerre, libérer les avoirs gelés, lever toutes les sanctions, reconnaître la souveraineté de l'Iran sur le détroit d'Ormuz. Voilà pourquoi Donald Trump a dit que c'était inacceptable et qu'il a qualifié le document de saleté qu'on lui avait envoyé. Il a même ajouté qu'il n'avait pas eu le temps de le lire. À ton avis, quel était l'objectif? Il me semble, Larry, que l'Iran comprend bien que le temps ne joue pas en faveur de Donald Trump, mais en leur faveur. C'est pour ça qu'ils n'ont pas réagi si vite. En fait, ils reprennent les plans en 10 et 14 points qu'ils avaient déjà proposés auparavant, sans rien changer dans cette nouvelle réponse à Donald Trump. Qu'en penses-tu? Je pense que c'est en quelque sorte la déclaration fondamentale de ce que l'Iran exigerait pour poursuivre les négociations, ou si vous voulez, pour parvenir à un véritable cessez-le-feu et mettre fin à cette guerre. Ils donnent l'essence même de ce qu'ils sont prêts à accepter. Et tout ça, probablement, vous savez, vous n'avez même pas mentionné le programme nucléaire. Il n'apparaît pas. Ils ne sont pas en train de négocier le programme nucléaire. C'est vraiment ce qui saute le plus aux yeux quand on regarde la situation. Vous savez, j'ai perdu mon pari sur son voyage en Chine parce que je ne pensais pas qu'il irait. J'avais dit 50-50, mais j'étais plutôt du côté du non, il n'ira pas. À mon avis, ça va être une très mauvaise expérience pour lui. Que ce soit Wang Yi qui s'en charge ou Xi Jinping ou les deux ensemble, peu importe, ça va très mal se passer pour lui. Et s'il compte sur Xi Jinping pour l'aider, d'une manière ou d'une autre, à mettre en œuvre son idée de la façon dont il voudrait mettre fin au conflit, je pense qu'il va être très déçu. Donc, je ne sais pas trop comment le juger. Le fait que tout ça se produise en même temps, à ce moment précis, c'est peut-être juste un hasard. Mais je pense qu'on assiste, encore une fois, comme je l'ai déjà dit, probablement au plan de Netanyahou. Son idée, c'est de reprendre la guerre et de relancer une offensive totale contre l'Iran en utilisant tout ce que l'Amérique a rassemblé dans la région. La plupart de ces moyens, c'est de la puissance aérienne, et beaucoup ne viennent même pas des navires sur place. Ce sera une campagne aérienne venant de partout, avec tout ce que les États-Unis ont en matière d'armement à larguer sur l'Iran. Et ça va durer, 11 ou 12 jours peut-être, de bombardement. Ensuite, on dira, voilà, vous voyez notre réponse. Vous êtes prêts à négocier maintenant? Et eux répondront non. Alors, où en sera-t-on à ce moment-là? Je ne suis pas totalement convaincu que l'Iran pourrait encaisser une telle attaque et continuer à dire non. Ils risquent d'avoir beaucoup de mal à dire quoi que ce soit à ce moment-là parce que ce sera vraiment dévastateur. Mais je ne pense pas que ça va les briser, ni leur dos, ni leur volonté. Donc on se retrouve encore une fois dans la même situation,
avec beaucoup plus de civils tués et beaucoup plus de munitions utilisées. Et ces munitions, franchement, on en aura sans doute besoin pour d'autres choses. Ce n'est pas une bonne situation, ni pour un camp, ni pour l'autre. Larry, si on regarde les points que l'Iran vient de mentionner, je pense qu'il ne cherche pas un traité, ni même une sorte d'accord temporaire entre l'Iran et les États-Unis, comme celui qu'on avait avec le JCPOA. À mon avis, la fragilité du JCPOA, c'est qu'il n'a jamais été ratifié par le Congrès. C'est pour ça que le président des États-Unis a pu s'en retirer sans en subir vraiment les conséquences. Mais réfléchis un instant à ce que tu viens de dire. Pense à ce commentaire, juste un moment. Comment quelqu'un à l'avenir pourrait-il croire, dans n'importe quelle négociation avec n'importe quel président, que ce que ce président dit, fait, jure ou promet vaut quoi que ce soit? Ce que vous venez de dire est vrai, oui, mais ce n'était pas vrai pour les présidents précédents. Ce n'était pas vrai non plus du bilan général des présidents américains. Et ce n'était pas vrai non plus du bilan général du Congrès américain, surtout du Sénat. À l'époque, ce n'était pas si difficile d'obtenir la ratification d'un traité qui servait les intérêts du pays, qu'il s'agisse de sécurité nationale, d'économie ou autre, par un vote des 2/3 au Sénat. Regardez simplement les traités que nous avons ratifiés. Et ces traités ont, selon notre Constitution, la même force que la loi nationale. Alors, qu'est-ce qu'on dit vraiment de l'Empire quand on affirme qu'on ne peut pas conclure un accord avec sa direction et s'attendre à ce qu'il tienne? On dit en fait que tout change tous les 4 ans, ou tous les 8 ans, ou même plus souvent. Alors comment peut-on faire des affaires dans le monde quand tout le monde sait que votre fiabilité est en question? La confiance, c'est sans doute l'ingrédient le plus essentiel de la diplomatie, au fond. Et la diplomatie, c'est justement la relation entre les nations. Voilà ce que c'est. Donc, comment peut-on entretenir des relations avec d'autres pays quand on est totalement indigne de confiance? Les autres ne se soucient pas de savoir si c'est tous les 4 ans. They don't care if it's 4-year intervals. They just care about whether or not you keep your word. Ce qui les intéresse, c'est simplement de savoir si on tient parole ou pas. Et nous, on ne tient pas parole. Alors, on est en train de se crucifier nous-mêmes dans un monde qui va organiser en septembre en Inde un sommet alternatif dont le but est la convivialité, la coopération, l'innovation, la résilience et ce genre de choses. C'est ça que les BRICS disent au monde. Pendant que nous, on dit au monde, vous voulez connaître notre politique. Notre politique, c'est l'armée, les sanctions et le manque de fiabilité. À qui le monde va-t-il prêter l'oreille? Pour moi, la réponse ne fait aucun doute. Le monde va écouter les autres. On est en train de se crucifier. Voilà ce qu'on fait. Et cette guerre, c'est la preuve flagrante, évidente, de ce qu'on est en train de s'infliger à nous-mêmes. Stark evidence of what we're doing to ourselves. Je vois, Larry, à la façon dont l'Iran parle des négociations, qu'ils ne veulent pas négocier avec Donald Trump. Ils veulent négocier avec les États-Unis. Ils veulent que ce soit les États-Unis qui portent la responsabilité de cet accord. C'est exactement ce que devrait ressentir toute personne qui conclut un accord de ce genre. Je veux dire, on n'a pas envie de penser qu'on signe un accord avec Vladimir Poutine. On veut croire qu'on le signe avec le peuple russe. Même à l'époque de l'Union soviétique, vous savez, quand on disait que tout était dirigé par un seul homme ou par le Politburo, tout ça, c'était des balivernes. Aucun pays n'est dirigé par un seul homme. Pas très longtemps, en tout cas. Demandez à Adolf Hitler. Oui, et si je dis ça, c'est parce que lever les sanctions contre l'Iran ne dépend pas du président des États-Unis. Il peut, dans une certaine mesure, en atténuer ou en réduire les effets,
mais il ne peut pas les lever. Ça, c'est du ressort du Congrès. Exactement. Et c'est comme ça que l'Iran a commencé cette négociation. S'il n'y a pas de volonté au sein de l'appareil d'État, en réalité, ils discutent avec l'establishment américain. Ils ne parlent pas avec Donald Trump. They know us better than we know them. That's what we're saying. Ils nous connaissent mieux que nous ne les connaissons. C'est bien ce qu'on dit. Alors oui, il y a des gens dans ce pays qui connaissent plutôt bien l'Iran, mais personne dans l'administration. Je ne crois pas qu'il y ait une seule personne, pas une seule, dans l'administration Trump qui connaisse vraiment l'Iran, même pas en surface. Mais eux, ils nous connaissent. Ils nous connaissent par cœur. But they know us. They know us inside and out. Larry, qu'est-ce que tu penses de ce nouveau porte-avions ou de ce nouveau sous-marin dans la région, capable, tu sais, de tirer des missiles nucléaires? Et c'est quoi ça? Pourquoi les États-Unis ont besoin d'annoncer ça? Parce qu'ils peuvent le garder très loin et quand même atteindre la cible. Ils n'ont pas besoin de le dire publiquement. Est-ce que ça fait partie d'une sorte de pression que... I wanted to say two could play at that game. Je voulais dire que deux peuvent jouer à ce jeu-là, mais en réalité, il y en a plus de deux. Au minimum, il y en a trois. La Russie, la Chine et les États-Unis. Et la Russie et la Chine ensemble égalent notre flotte de sous-marins, voire la dépassent sur certains points, parce que la Chine possède des sous-marins diesel extrêmement silencieux. Et ces sous-marins diesel sont parfaits pour la mer d'Arabie du Nord, la mer d'Oman. C'est une zone très particulière pour les opérations sous-marines, avec ses zones de convergence, sa salinité, ses températures, tout ça. On en parlait au Naval War College. Il pouvait y avoir un sous-marin d'attaque russe et un sous-marin lanceur d'engins américain côte à côte, et l'un ne se rendait même pas compte que l'autre était là. And the one would not even know the other one was there. Because passive and active sonar and other Parce que le sonar passif, le sonar actif et d'autres moyens de surveillance de ta position, disons, ne fonctionnent pas bien dans ces eaux-là. C'est un endroit parfait pour se cacher quand on est un sous-marin. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Qu'on va tirer une arme nucléaire, peut-être. Qu'on va lancer un trident depuis un sous-marin nucléaire lanceur d'engins. C'est quel genre de menace, ça? Franchement, ça n'a aucun sens. Parce que tout le monde sait très bien qu'on ne le fera pas. Ou bien, est-ce qu'ils le savent vraiment? Est-ce que c'est encore Trump qui essaie de passer pour un fou pour renforcer sa position face à l'Iran? Je ne pense pas que ça marchera, non. Je ne pense pas que ça marchera. La procédure habituelle ne fonctionne pas dans ce cas. Your standard operating procedure doesn't work here. Netanyahou a laissé entendre dans sa dernière interview que la guerre en Iran n'allait pas se terminer de sitôt. Il a parlé de plusieurs mois avant la fin de la guerre contre l'Iran. Qu'est-ce que ça veut dire, Larry? La guerre a commencé, Donald Trump nous avait dit que ça prendrait 4 jours, puis quelques semaines, et maintenant, Benjamin Netanyahou parle de plusieurs mois. Donald Trump lui-même a dit que la guerre contre l'Iran n'était terminée qu'à 70%. Alors, qui dirige vraiment les opérations? C'est Benjamin Netanyahou. On a l'impression que Benjamin Netanyahou a pris les commandes dès le départ, vraiment. Mais regardons de plus près certaines choses qu'il a dites, et voyons aussi dans quelle situation il se trouve. D'abord, il a commencé à parler de quelque chose, et je n'ai pas été choqué de l'entendre, peut-être juste un peu surpris que ça arrive si tôt. Il parle déjà de se détacher des États-Unis. Il évoque même l'idée de couper les financements, parce qu'il n'en aurait plus besoin. Et il laisse entendre qu'il a d'autres options, d'autres interlocuteurs, peut-être plus disposés à coopérer avec lui que les États-Unis. J'aimerais bien savoir de qui il parle. Il parle aussi de gagner les prochaines élections, alors même que son parti est en train de se diviser.
Si vous lisez l'édition en ligne de Haaretz aujourd'hui, vous verrez qu'ils ont de vrais problèmes en ce moment. Ils pourraient même se retrouver avec quelque chose qui ressemble à un vote de défiance contre le gouvernement. C'est un peu différent du système du Parlement britannique, mais il faut, je crois, 4 votes consécutifs à la Knesset. Tac, tac, tac. Tous dans le même sens. Et en ce moment, certains dirigeants de partis disent que c'est ce qu'ils veulent. Tout ça vient de la question de savoir si les ultra-orthodoxes vont servir ou non dans les forces de défense israéliennes. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de lassitude vis-à-vis de Bibi Netanyahou. Donc il a ce problème-là. Et puis il a aussi le problème que, comme vous venez de le dire, il est au centre de tout ça. En ce moment, il subit de lourdes défaites au Liban. Et pour y faire face, il avance toujours plus au nord du fleuve Litani en s'en prenant à des civils libanais chez eux et ailleurs pour poursuivre ce conflit. Il tue beaucoup de gens qui, de toute évidence, ne devraient pas être pris pour cible. Il est donc pris dans un piège qu'il a lui-même créé, à la fois politique et militaire. Et la seule chose qu'il sait faire, c'est continuer. Et il le fait. Et jusqu'à présent, il le fait avec succès. Mais je ne suis pas sûr que politiquement ou militairement, ça puisse continuer. Est-ce qu'il va s'en rendre compte? Et qu'est-ce qu'il fera dans l'un ou l'autre domaine si ça arrive? Je n'en sais rien. Je ne peux pas lire dans ses pensées. Mais je sais qu'il est en difficulté. Et je sais aussi que les forces israéliennes sont en difficulté. Il y a tellement d'indicateurs en ce moment qu'on pourrait penser que certains responsables militaires israéliens prendraient vraiment la parole. Il y en a bien quelques-uns qui s'expriment, mais pas de manière assez claire sur la nature des problèmes, que ce soit le taux de mort au combat, de blessés, de stress post-traumatique, de suicide ou autre. Tous ces chiffres sont très mauvais en ce moment. En plus, le taux d'absence n'est pas bon du tout, surtout dans ce dernier contingent de réservistes. Donc, Israël a de vrais problèmes en ce moment. Et s'ils ne font rien pour empêcher l'Iran de passer à l'exécution de sa prochaine liste de cibles, eh bien, Israël risque de disparaître. Je veux dire, ils vont être très durement touchés dans la prochaine attaque. Cette fois, il n'y aura pas de retenue. Ils vont frapper la région, ils vont viser des installations comme Ras Tanura et toutes sortes d'autres cibles. Tout ça va augmenter le risque qu'en septembre, on se retrouve dans une dépression mondiale et très probablement dans une récession mondiale dès le mois de juin. Et ça va mettre l'économie mondiale dans une situation vraiment critique, à la fois sur ce qu'on peut faire et sur ce qu'on ne pourra pas faire pour y remédier. Donc, c'est probablement ce dont Trump va beaucoup parler avec Xi Jinping. C'est à peu près le seul levier qu'il pourra utiliser. Dire que si on continue comme ça, on va droit dans le mur. Nous tous, on va avoir de gros problèmes. L'économie mondiale aussi va en avoir. Xi Jinping pourrait être prêt à écouter cet argument et il aura sans doute sa propre opinion sur la question, sur qui porte la responsabilité. Mais en ce moment, pour Bibi, ça devient vraiment un piège qu'il s'est construit lui-même. Militairement, politiquement, personnellement, c'est un piège. Comment il va s'en sortir? J'en ai aucune idée. Mais je ne pense pas... Enfin, il s'est déjà sorti de tellement de situations compliquées. Ces 25 dernières années, il s'en est sorti à chaque fois. Mais je ne pense pas qu'il va échapper à celle-là. Et franchement, je ne pense pas qu'Israël va y échapper non plus. Donc on va assister à de vrais changements dans toute la situation là-bas. Que va faire Donald Trump quand ça arrivera? Est-ce qu'il va se détacher? Est-ce qu'il va trouver le moyen de conclure rapidement un accord avec l'Iran et de nous retirer complètement de tout ça? Je n'en sais rien, mais ce serait sans doute une occasion si ça devait se produire. Parce que Netanyahou est, à mon avis, le principal facteur qui maintient Donald Trump dans ce conflit. On ne peut pas séparer les deux. Il faut parler de Bibi quand on parle de Donald et inversement.
Et tous les deux, en ce moment, sont des hommes tourmentés, à bien des égards, des hommes tourmentés. In many respects, troubled people. Then you got to think about what is the Republican Party going to do? Alors il faut se demander ce que le Parti républicain va faire sur le plan intérieur et vers où il se dirige, à part vers une sorte d'insurrection, une sorte de prise de pouvoir qui prolongerait sa domination et la prolongerait au-delà de Trump. D'une certaine manière, on se prépare aussi à ça dans ce pays. Pensez-y comme ça. Rappelez-vous quand César a traversé le Rubicon. À ce moment-là, César n'était pas encore un empereur. Certains historiens pensent même que César était un dirigeant plus libéral que ce que l'histoire lui reconnaît, qu'il était un homme du peuple. César revient. Quelle qu'en soit la raison, l'assassinat a eu lieu. Il a eu lieu sur le sol du Sénat. On l'avait pourtant prévenu à plusieurs reprises de ce qui se préparait. Il a choisi d'entrer au Sénat. Il a été tué. Qu'est-ce qui s'est passé quand il a été tué? Immédiatement, presque à la manière romaine, une guerre civile a éclaté. Et cette guerre civile a opposé plusieurs factions les unes aux autres. Octave en est sorti vainqueur. Je pense que si, à l'époque de l'assassinat de César, on avait regardé la situation d'un point de vue militaire et qu'on avait essayé de rassembler les éléments, on aurait dit « c'est probablement ce qui va se passer ». Il va y avoir une guerre civile, et ce type-là va gagner. Octave, qui deviendra plus tard Auguste, l'emporte. Il bat Marc-Antoine, il bat Cléopâtre, il bat les forces réunies, il les bat toutes et il gagne. Et qu'est-ce qu'il fait ensuite? Eh bien, on oublie souvent que c'était une guerre de la République, avant que César ne franchisse le Rubicon et ne soit assassiné. Dans ces guerres civiles, Octave l'emporte, devient Auguste, et l'Empire est fondé. Aujourd'hui, ça se produirait beaucoup plus vite en Amérique. Et ça arriverait parce que le Parti républicain le voudrait. Les dirigeants du Parti républicain le voudraient aussi. On se retrouverait donc projeté dans une situation impériale. Et là, ce ne serait pas juste moi qui accuse notre pays d'être un empire. On serait en réalité un empire. Et parmi ces gens, Elon Musk, Peter Thiel, lequel deviendrait le technocrate qui mettrait en place la technocratie destinée à diriger cet empire pour toujours. C'est à mon avis exactement à ça qu'ils réfléchissent. Et cette situation, elle est aggravée et accélérée par cette guerre avec l'Iran. Je ne peux pas le dire plus clairement. Le danger est immense. La République va disparaître, tout comme la République romaine a disparu quand Rome est entrée dans ses guerres civiles et qu'elle en est sortie en empire. Went into its civil wars and came out an empire.